Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Lorsque nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi 26 mars 2024 et c'est original, mais aujourd'hui je suis avec Charles Gave. Oui, c'est pour changer. Oui, voilà, que vous n'avez jamais vu sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons avoir deux grandes discussions. La première portera sur l'attentat de Moscou. Vendredi dernier, il y a eu cet attentat absolument terrible. 144 personnes au moins ont été tuées, c'est selon le dernier bilan actuellement. Dans un attentat islamiste perpétré par l'État islamique. C'est sûr, ça? Alors, justement, on va en discuter parce C'est que sûr, parce que il y a tout un tas de théories. Mais au-delà du drame évident qui nous rappelle évidemment le Bataclan en 2015, tant au niveau du bilan humain que des circonstances, c'est-à-dire que c'était un concert de rock, ce qu'il y a justement d'étonnant comparé à d'habitude, à l'essentiel des attentats terroristes islamistes, c'est qu'il y a tout un tas de théories qui circulent donc sur les réseaux sociaux. Et alors, des théories qui vont parfois dans le farfelu, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu quelques personnalités, alors religieusement pro-Ukraine, qui disaient que l'attentat avait été perpétré directement ou indirectement, en fait, par le FSB, c'est-à-dire que c'était un false flag, c'est-à-dire que l'idée derrière, c'est en gros, voilà, regardez, on a subi un attentat, on va dire que c'est à cause de je sais pas qui, peut-être des Ukrainiens, et donc derrière, on va répliquer d'autant plus fort sur le champ de bataille. Cette théorie... c'est comme c'est les Russes qui ont fait sauter voilà. leur pipeline. Là. Oui, voilà, aussi. C'est à peu près aussi intelligent, ça doit être les mêmes d'ailleurs. Voilà, c'est pareil que l'idée selon laquelle, par exemple, le 11 septembre aurait été perpétré par la CIA. Enfin voilà, c'est le même, un peu le même délire, un peu le même fil conducteur de pensée. Et après, il y en a d'autres qui pensent que en fait, c'est un attentat qui a été perpétré, alors soit par Israël, soit par la CIA, soit par l'Ukraine, soit par je ne sais qui encore, et que en fait, on nous met sur une fausse piste avec les attentats, en fait, avec la piste islamiste. Alors, je voudrais savoir déjà dans un premier temps, avant d'en discuter plus avant, quelle est votre vision là-dessus? Moi? Oui. Quelle est votre théorie? Je sais pas très bien, mais apparemment, il y a des types qui avaient l'air d'avoir le QI d'une huître, qu'on a vu qui ont été arrêtés ils n'avaient pas l'air d'être particulièrement rusés. Ils se sont fait choper en 5 minutes en plus. Ils avaient l'air de pas être les plus malins c'était pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, quoi, c'est évident. Et qui ont été tués déjà à Moscou. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce qui est dit l'un d'entre eux, en tout cas, c'est qu'on leur avait donné de l'argent pour le faire, mais juste quelques jours avant, en fait. Donc il y a quelqu'un qui a acheté ces gars pour aller tuer des braves gens qui ne demandaient rien à personne. Mais qui étaient ces gars qui ont donné de l'argent? J'ai aucune idée. Ça, je sais pas. Et puis ça, l'enquête le dira sans doute, mais ça paraît tellement mal monté, cette histoire, que je vois pas. Écoutez, ça peut pas. Je sais bien que la CIA et compagnie sont des gros nuls, mais quand même, il y a des limites, quoi. Et donc ça m'étonnerait que on sait jamais, mais la CIA, je pense pas que les services secrets russes auraient monté un coup aussi foireux, quoi. Ils auraient trouvé au moins des Arabes propres sur eux, quoi, pas des Tadjikistanais qui étaient complètement crétins, quoi. Donc je regarde ça, je me dis, c'est un coup complètement con. C'est-à-dire que celui qui a monté ça est certainement complètement con. Donc il est pas impossible qu'on découvre qui il est. Et moi, précisément, je trouve ça d'une bêtise. Tout cet attentat me paraît d'une bêtise. D'abord, il est effroyable, mais surtout, la façon dont c'est organisé, c'est complètement débile. Mais alors, justement, en fait,
Certains disent, regardez, les terroristes ont été payés. Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'on m'a dit, moi je sais pas. non, mais parce qu'en fait, voilà, il y a cette vidéo. Alors, il y a aussi d'autres inconnus. C'est-à-dire que le type sur la vidéo en question, qui est interrogé de manière pour le moins musclée, on ne sait pas si c'est un mec qui a vraiment commis l'attentat, parce que comme il est en train d'être torturé, le truc c'est que sous la torture, parfois on peut avouer un peu tout et n'importe quoi. On peut dire la vérité d'ailleurs. Admettons quand même pour l'exercice qu'il dit la vérité et que c'est bien lui qui fait partie des 4 gars qui ont perpétré on en a trouvé 4, je crois, oui, qui ont avoué d'ailleurs. Oui, voilà. Ils avaient des bleus quand même. Ils ont tous avoué. Alors oui, il y en a un particulièrement auquel on a coupé l'oreille, on l'a obligé à la manger. Oui, donc ça se faisait un peu en rugby dans le temps, quoi. J'étais allé bouffer l'oreille de mec dans la mêlée, ça se faisait. Donc je me souviens dans une peut-être histoire. pas la sienne non plus, quand même. Non, c'était pas la sienne, mais après ça, l'arbitre avait demandé à tout le monde de cracher, le type il l'avait avalé, donc voilà, c'est l'oreille du copain d'en face. Bon, on va dire, donc ça, je vais pas gueuler parce qu'il y a un type qui s'est fait couper l'oreille, quoi. Oui, enfin voilà. Ça se faisait sur les terrains de rugby il y a longtemps. Je veux dire que avec la caméra, c'est plus possible. Oui, voilà. Mais comment dire, aujourd'hui, enfin. Même pas forcément aujourd'hui, mais sous la torture, on peut avouer un peu tout et n'importe quoi. Et si vous dites, oui, voilà, j'ai été payé par je sais pas qui, par l'Ukraine, et que vous savez que en disant ça, on va vous laisser tranquille, si on vous oblige à vous bouffer l'oreille, voire un petit peu plus, c'est possible que vous le fassiez. Mais enfin bref. Admettons que ce soit vraiment un type qui l'ait fait, c'est pas parce qu'il a été payé que ça exclut la thèse islamiste. C'est-à-dire qu'il peut avoir été payé par l'État islamique. Ah non, j'ai pas dit que je l'ai pas. Voilà. Non, mais attendez, l'État islamiste. Des gens disent que s'il a été payé, c'est que c'est forcément la CIA ou je sais pas quoi. Le Russe, il paye comme tout le monde, quoi. Non, mais cette histoire de l'État. Bon, l'État kyrgyzstanais, d'abord, c'est un truc qui est complètement. C'est un pays. Où personne ne rentre, pour ainsi dire, c'est une espèce de truc complètement fermé, comme l'était un peu l'Albanie dans le temps. Et puis ensuite, si vous voulez, ils sont tous musulmans, donc. Oui, après, il y a évidemment des franges un peu différentes. Je sais pas du tout. Mais ce qui est étonnant, c'est cette histoire de l'État islamiste, parce que tout le monde sait que ISIS a été créé par Madame Clinton et que l'État islamiste avait été créé par la CIA aussi. Donc, en principe, je sais pas, mais les islamistes d'aujourd'hui, ils considèrent plutôt que la Russie est de leur côté, quoi. Bah justement, en fait, le truc c'est que il y a quand même plusieurs franges, plusieurs cellules. Et puis, alors effectivement, il y a diverses interventions américaines qui ont créé littéralement des groupes terroristes, ou du moins qui les ont aidés à prospérer. Je pense par exemple à la guerre d'Afghanistan, la première. Oui, non, ça c'était en Russie, c'était il y a très longtemps. Mais par exemple, effectivement, les services américains avaient aidé les talibans à se développer dans un premier temps. Madame Clinton, ça c'était pour lutter contre un bon vieux temps de l'Union soviétique, ça c'était normal. Non, mais Madame Clinton avait créé on le sait, il y a eu des informations qui ont circulé, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont exactes, mais qu'elle avait créé ISIS, que l'armement venait d'Ukraine en passant par la Libye, et que c'est pour ça que l'Ukraine et la Libye, en Ukraine, je crois qu'il y avait 17 stations de la CIA, et que c'était dans le fond l'endroit où on faisait tous les coups tordus de la CIA, qui dans le Moyen-Orient, ça partait toujours de là, quoi. Donc c'est vrai, mais ça c'est donc si vous voulez, je me dis bon, mais l'Ukraine, non. Je n'ai aucune information spéciale et tout ce que je sais, c'est que ça a l'air d'être un coup organisé par des amateurs. Quoi. Voilà, c'est après les 4 crétins qui étaient là, quoi, qui ont l'air de. Donc bon, maintenant, vous remarquez que les types qui avaient fait les attentats à Paris aussi, c'était aussi des gros crétins, quoi. Donc le fait qu'un terroriste soit un crétin, c'est pas. Oui, ça n'invalide pas vraiment la théorie. Ça veut rien dire, quoi. Voilà, exactement. Mais ce qui est étonnant, c'est ce truc du type qui dit on m'a payé 5000 roubles pour on lui a promis, on lui a promis 1 million de roubles. C'est 5000 $, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle je pense pas que ce soit un coup des Ukrainiens, parce que, en fait, sinon, il aurait, à mon avis, pas été payé en roubles, parce que c'est plus facile, en fait, si c'est un Tadjik, et effectivement, c'est plus facile d'avoir des roubles et de les convertir là-bas, quoi.
C'est-à-dire que, en fait, aussi, ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est le fait qu'on reparle de l'État islamique. Parce qu'effectivement, l'État islamique, en fait, nous, on connaît Daesh, qui était basé en Syrie. Et, à la frontière de Syrie, voilà, d'Irak, oui. Exactement. Et donc, ça, c'était tous des anciens des services secrets irakiens, ça. Et ça, voilà. Et le truc, c'est que ce groupe-là, il a été quand même dans une très large mesure éradiqué. Et donc aujourd'hui, par Trump. Voilà, exactement. Pas par sous Trump, Obama, aussi par Poutine, pendant la guerre de Syrie. Et le truc, c'est que là, c'est pas le même groupe terroriste. C'est le groupe terroriste, en fait, État islamique au Khorasan. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même chose. C'est un groupe terroriste qui évolue principalement en Afghanistan, en fait, à la frontière du Pakistan, à l'est, et qui s'est rallié à l'État islamique en 2014. Alors, on va refaire un petit peu l'historique du groupe, et c'est en faisant cet historique que on peut comprendre pourquoi aujourd'hui encore ils en veulent à la Russie. C'est-à-dire qu'en 2015, le groupe annonce officiellement donc la création de la province du Khorasan. Et le Khorasan, en fait, c'est le nom d'une région historique iranienne qui va tout simplement de la mer Caspienne à l'Indus. Donc c'est vraiment toute l'Asie centrale, quoi. Comme souvent, donc dans ces histoires, ça embête un peu les talibans à l'époque, puisqu'on est en Afghanistan quand même. Talibans qui demandent à al-Baghdadi de cesser ses ingérences en Afghanistan. Donc derrière, il y a de nombreux affrontements et conflits de territoire entre les deux factions. Donc en fait, les talibans et ces mecs-là de l'État islamique sont pas du tout copains. Derrière, l'activité du groupe s'intensifie en 2020. Ils commettent à ce moment-là 34 attentats entre le 1er janvier 2020 et le 11 août. Et sur la même période... Au Pakistan ? Non, en Afghanistan. Oh oui, enfin c'est pareil, quoi. C'est des endroits, s'il y a des attentats, si vous voulez, c'est la routine, quoi. Oui, mais derrière, c'est pas la place de la Concorde, quoi. Oui, non, c'est sûr, en termes d'ordre, on n'est pas en Corée du Nord, mais comment dire, faut quand même c'est-à-dire que pour commettre des attentats, il faut quand même un minimum de moyens. L'année suivante, ils commettent 216 attentats sur la même période. Selon l'ONU, en 2021, cette cellule de l'État islamique est responsable de la mort de 2500 membres de l'armée afghane quand même, et de la mort de 600 civils, essentiellement issus de minorités religieuses. Encore selon l'ONU, le retrait des Américains en 2022 leur a permis de se reconstituer une belle force de frappe. Ils commettent plusieurs attentats à Kaboul et commencent à se développer dans le nord du pays en opposition aux talibans. Ils visent également les positions des armées des pays d'à côté, donc depuis leur position en Afghanistan, par exemple le Tadjikistan et l'Ouzbékistan en 2022. Ils avaient déjà le 3 mai 2022 menacé d'attaquer la Russie et ses mandataires d'Asie centrale. Donc ça, c'est tous les pays, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, Kirghizistan et Tadjikistan. Ils menacent également l'Ukraine, l'Iran et la Chine. Ils commettent d'ailleurs un attentat contre l'ambassade de Russie à Kaboul le 5 septembre 2022. Donc là, on voit que leur hostilité vis-à-vis de la Russie, elle n'est pas tout à fait sortie du chapeau. C'est-à-dire que ce sont des gars qui ont envie de s'implanter dans ces pays-là, qui sont sous influence russe. Donc dans le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc. Et évidemment, du coup, la Russie est un obstacle pour eux pour s'implanter en fait dans ces pays-là. En janvier 2024, certains s'en souviennent peut-être, du coup, puisque c'était récent, ils commettent un attentat kamikaze à Kerman en Iran, tuant 84 personnes et blessant 284 personnes, ce qui en fait quand même l'attaque terroriste la plus meurtrière en Iran depuis la révolution iranienne, tout simplement. Donc là, quand même, on voit qu'ils sont rapidement développés depuis 2020 et que c'est pas non plus tout à fait des rigolos, quoi. J'ai pas dit que c'était des rigolos, je dis que oui, je comprends pas pourquoi ils s'attaquent à la Russie, parce que la Russie a des positions dans les camps là-bas, mais bon, donc ça voudrait dire qu'ils seraient sortis. Pour l'instant, ils avaient l'air d'être spécialisés, si j'ose dire, à aller tuer d'autres musulmans au Pakistan, en Afghanistan, c'était essentiellement. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est dans la mesure où ils tuent des musulmans, ça n'intéresse personne, mais à partir du moment où ils se mettent à tuer des Russes, ça intéresse tout le monde. Mais c'est possible, c'est possible. Ils ont l'air de répondre à la définition que j'ai du crétin, donc. Oui, mais je comprends pas. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, s'ils sont ces gars-là, etc., pourquoi ils ont besoin d'aller chercher 4 bons à rien comme ça, à qui ils donnent $5 000, quoi.
Bah, c'est peut-être plus facile tout simplement de rentrer à Moscou avec des gars peut-être qui sont déjà des citoyens russes ou alors des citoyens de ces pays-là, hein, Tadjikistan ou Ouzbékistan. C'est peut-être plus facile, bah effectivement, de procéder comme ça plutôt que d'envoyer des mecs, parce que effectivement, c'est un questionnement légitime. La plupart des attentats terroristes, surtout perpétrés par l'État islamique depuis 10 ans, c'est souvent des mecs qui sont prêts à mourir Oui, là, voilà, ils sur vont le pas plan. chercher des types dans la NPE locale, quoi. Oui. Parce que c'était un peu ça, les quatre, ils étaient là, ils étaient... enfin, je sais pas, ça avait l'air d'être des gars qui étaient des épaves, quoi. Ouais, ouais. Mais là où j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'on est au début des doutes sur est-ce que c'est vraiment un attentat islamiste, etc. Enfin, cependant, quand même, l'État islamique, dans un communiqué officiel, affirme que ses combattants ont attaqué donc un Moi, si grand je téléphone rassemblement en chrétien. disant coucou, c'est l'État islamique, c'est moi qui ai fait le coup, Ah, comment vous savez qu'il est officiel? Parce bah, qu'il parce y que mais vous avez un tampon officiel? ah oui, oui, ils ont des organes officiels. Ils ont des organes officiels. Ils ont même un organe de presse qui a diffusé la vidéo d'une des GoPro des mecs. Parce qu'en fait, ils en pouvaient plus justement que les gens disent non, non, mais en fait, on dit que c'est l'État islamique, mais c'est pas eux. Et du coup, parce que les gens ne voulaient pas les croire, ils ont un organe de presse qui s'appelle l'AMAC, qui du coup, en fait, a diffusé donc une vidéo montrant les assaillants, alors avec des visages floutés, avec les voix brouillées. Donc au moment de l'attaque dans le hall. Donc c'est une vidéo d'1 minute 30 avec on voit des rafales, on voit des corps inertes sur le sol, on en voit un même qui se fait égorger. Enfin voilà, parce qu'en fait ils disaient non, non les gars, c'est vraiment nous quoi. Ils le revendiquent, personne d'autre le revendique. Donc, C'est une série de crétins qui ont fait une attaque à Moscou pour des raisons que seuls comprennent, et ils ont tué 140 gars qui ne demandaient rien à personne, quoi. Oui, bah, c'est des terroristes. Ça n'a aucun intérêt. Bah, non, mais Je veux dire, en perte du fait qu'il y a 140 pauvres gars qui sont morts, mais je veux dire, il n'y a pas de grande conjuration derrière, il y a juste 4 ou 5 crétins qui ont pris des armes automatiques et ils ont dégommé 150 personnes qui leur avaient rien fait. voilà, mais j'ai envie de vous dire, comme au Bataclan, comme... Au Bataclan, il y avait... Non, mais la France était un ennemi de l'islamisme, si vous voulez. Oui, mais là, ils ont l'air de dire que la Russie aussi. Ça fait un moment qu'ils ils en ont gros avec la Russie, en fait. Bah, c'est possible, bah oui, donc oui, c'est ça, c'est pas... Il n'est pas possible, en effet, qu'ils en aient gros avec la Russie. J'ai envie de vous dire, c'est comme toutes les grandes attaques terroristes islamistes. En fait, c'est là où la méthode de à qui profite le crime, bah, en fait, n'est pas très efficace. Parce que, bah, par exemple, à qui profite le 11 septembre de 2001, j'ai envie de dire indirectement aux armateurs américains qui, derrière, vont financer la guerre d'Irak. Ça veut pas dire que c'est eux qui ont financé et perpétré le 11 mais septembre. surtout ça, oui, enfin, oui. C'est-à-dire que souvent, ce qu'espèrent ces gars-là qui se lancent dans ce genre d'opération, c'est qu'il y aura une surréaction. C'est ce que les Américains ont fait, d'ailleurs. Une espèce de surréaction, et qu'à ce moment-là, ça permet de la surréaction. C'était la thèse de Bin Laden, c'est que une fois que les Américains auraient surréagi, le monde musulman se révolterait contre les États-Unis, qui est en passe de se produire. Donc ça, c'était pas mal lui. Mais là, donc, ce serait un truc pour forcer les Russes à surréagir. D'après moi, dans ce que j'avais des Russes dans le monde musulman, on va pas les chercher parce que d'habitude, ils surréagissent, mais de façon très ciblée. C'est-à-dire, c'est en général la famille et les proches de ceux qui ont commis l'attentat et qui ont des ennuis. C'est pas le pays d'en face, c'est les proches des assassins. Parce que, je sais pas, il y a des choses... tel que vous l'expliquez, pour moi, ça a l'air d'être en effet... Alors, c'est des corneaux de là-bas, du fin fond du Pakistan, il y en a quelques-uns qui ont trouvé une grande explication que c'était la faute de la Russie. Oui. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça me gêne pas, mais dans ce cas-là, je vois pas
pourquoi on doit s'énerver du point de vue géopolitique, ça veut rien dire. Ah non, bien sûr. Pour Ça moi, va juste des pauvres gars qui sont morts pour rien, quoi. ah oui, absolument. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est juste un drame qui ne doit pas avoir des conséquences géopolitiques, géostratégiques. J'ai vu importantes. simplement que la Tour Eiffel n'avait pas été mise en bleu et rouge. Oui, bah oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, il me semble qu'Emmanuel Macron n'a pas eu de mot directement. Il me semble que c'est alors notre ministre des Affaires étrangères qui a condamné cette attaque terroriste. Qui c'est déjà C'est Stéphane Séjourné. Il a fait une faute de français en fait, non? Non, je crois que pour une fois, il s'est appliqué. Voilà, Il a peut-être fait relire à son comité de lecture. Il a peut-être fait une faute d'orthographe. Ouais, peut-être. Pauvre garçon. Mais je crois que, sauf erreur de ma part, hein, je crois que Emmanuel Macron n'a rien dit, ce que je trouve tout à fait inélégant, parce que franchement, ça n'a rien à voir avec la conjoncture internationale, et on peut tout à fait juger à juste titre que voilà, que ce soit des citoyens russes ou pas, bah en fait, ils sont morts et ce sont des civils et ils ont rien demandé, et c'est juste dramatique en fait. On me dit dans l'oreillette que Macron a fait un tweet, donc voilà. Bon, mais c'est bien de faire un tweet, quoi. Voilà, je retire ce que j'ai dit. Voilà, donc moi, pour moi, si vous voulez, c'est un de ces... Ce que disent des bons spécialistes de la Russie, ils disent qu'à partir du moment où il est certain que la Russie va gagner dans la guerre en Ukraine, ce que certaines personnes semblent penser, eh bien, il va y avoir une vague d'attentats en Russie. Parce que, en principe, le terrorisme, c'est toujours la réponse de celui qui est en train de se faire battre. Mmh. Si vous ne réussissez pas à gagner sur le temps de bataille, vous essayez de créer des troubles terroristes. Voilà. Donc, ça, je me disais, oui, c'est pas impossible. Donc, ouais, mais surtout, comment dire, pour répondre à la thèse selon laquelle, parce que beaucoup de gens y croient, selon laquelle c'est l'Ukraine qui en fait aurait organisé ça, thèse qui est, comment dire, corroborée par le fait que les gars, quand ils voulaient fuir, ils sont allés vers l'Ukraine. Alors, bon, c'est compréhensible déjà sur le point de vue géographique, parce que c'est plus facile de sortir vers l'Ukraine que vers un autre pays. vous ne pouvez pas sortir vers la Finlande, puisque c'est fermé. Voilà. Vous ne pouvez pas sortir vers la Suède, puisque c'est fermé. Vous ne pouvez pas sortir, vers la Biélorussie non plus. Vers la Biélorussie, ça ne marche pas. Sinon, vous voulez sortir de l'autre côté, soit par le Caucase, mais c'est un peu compliqué aussi, soit par le Kazakhstan, et c'est quand même vachement loin de Moscou. Donc, puis une voiture qui file à toute allure vers le Kazakhstan, j'imagine c'est repéré. Voilà, je pense aussi. Donc, alors après, peut-être qu'ils ont des contacts, effectivement, en Ukraine, c'est pas du tout impossible, qui les auraient peut-être aidés à sortir du territoire russe, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit fait par le gouvernement ukrainien, tout simplement parce que si effectivement les Ukrainiens se mettent dans une perspective de commettre des attentats, c'est-à-dire en fait guerre asymétrique avec une guérilla, etc., je pense pas déjà qu'ils visent Moscou, je pense qu'ils viseraient plutôt des territoires des opérations militaires, des trucs militaires. Voilà. Et en plus de ça, si jamais en fait la communauté internationale apprend que ce genre d'attaque a été perpétrée par des Ukrainiens soutenus par le gouvernement ukrainien, ce serait dramatique pour eux, parce que déjà ils sauraient que la Russie répondrait de manière beaucoup plus brutale, et que le soutien en fait international, c'est-à-dire en termes d'aide militaire et d'aide financière, je pense serait totalement amoindri. Il y a plein de pays qui diraient non mais là les gars, je vous ai soutenu jusque là, mais si vous vous mettez à tuer des civils à Moscou, j'arrête tout. Donc je pense pas du tout que ce serait un bon calcul, et c'est pour ça, selon moi, que je ne pense pas que le gouvernement ukrainien ait quoi que ce soit à faire. J'ai aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, vous savez, dans les guerres, les gens perdent toute rationalité. C'est vrai. Donc, moi, encore une fois, la seule chose comme ça, c'est qu'il y a un attentat, c'est que les gars qui l'ont commis étaient à l'évidence débiles, qu'ils ont apparemment été achetés, et encore pour 3 francs de sous, faisaient peut-être partie d'un groupe musulman un petit peu... Attendez, bougez pas. Ces 4-là, ils n'en faisaient pas partie, ça fait des années qu'ils étaient à Moscou et qu'ils traînaient ils faisaient pas partie de ce groupe. Ah non, justement, sinon, à mon avis, ils n'auraient pas besoin d'être achetés déjà. Ils n'auraient pas besoin d'être achetés. Donc, la question, c'est qui a acheté? Ça, on le saura de ces 4. Hein.
Voilà, mais je pense que après, effectivement, vous avez rappelé ce que l'on sait pour le moment avec certitude. Ensuite, il y a ce que l'on peut déduire en fonction des faits. Je pense effectivement que la piste de l'État islamique au Khorasan est assez solide. C'est tout à fait possible que cette branche de l'État islamique ait payé des gars qui vivaient à Moscou depuis des années. Bon, alors je peux vous dire un truc, c'est que si c'est l'État islamique de Khorasan, je sais pas comment vous l'appelez, l'espérance de vie des dirigeants de ce Khorasan islamique va baisser dans des proportions tout à fait importantes. À mon avis, elle vient d'être divisée par 10 là. À mon avis, leur espérance de vie, c'est quelques semaines. Là. Dès que c'est tout à fait possible. Ça va. J'aimerais pas faire partie de leurs proches, parce que l'espérance de vie de leurs proches aussi va y passer. Oui, là effectivement, si leur famille, leurs cousins, tout ça, ça va y aller. Si vous avez un cousin, si vous avez un cousin proche dans le Khorasan, prenez-le vite à la maison. Vous le bloquez là. Là, je pense qu'il vaut mieux prendre quelques distances. Vous lui dites d'aller prendre des vacances vite fait. Oui, effectivement. Donc voilà. Ensuite, je voudrais enclencher une réflexion générale en fait sur l'ère des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme, c'est encore une idée d'avenir, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose en fait qui s'apprête, une page qui s'apprête à être tournée? C'est quoi les droits de l'homme? Alors justement, vous essayez de définir ça, parce que moi je sais pas de quoi je vais parler sinon. Tout à fait. Le truc, c'est que les droits de l'homme, ça part d'une très belle idée en fait, qui est en gros dans la Constitution française, c'était les droits de l'homme et du citoyen. Et du citoyen. Puis on est passé, il n'y a plus de droits du citoyen, il n'y a plus que des droits de l'homme. Donc en point de quelque sorte, c'est quelque chose, les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ce qui est nation, de tout ce qui est citoyen, de tout tel que ça a été défini, si je ne me trompe. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on peut faire c'est l'homme a des droits absolus. Oui, et tous les hommes. Oui, mais attendez, est-ce que l'homme est-ce que c'est une bonne notion, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres? Alors, est-ce que celui qui est né avec citoyen d'un pays a moins de droits que celui qui est un homme? Philosophiquement non, mais après, vu de la part d'un État, c'est normal qu'un État protège d'abord ses citoyens. Mais non, parce qu'un État arrive au contraire. Puisque partout, on a à protéger beaucoup plus les non-citoyens que les citoyens. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pour faire le point avec ça, on se souvient de la décision du Conseil constitutionnel en 2018 où il y avait ce type qui avait créé un nouveau droit de l'homme basé sur la fraternité. Voilà. C'est-à-dire que le principe de fraternité qui s'applique normalement à la nation, cette fois-ci était appliqué aussi à des étrangers en situation qui plus est irrégulière. C'est-à-dire que voilà, il y avait ce type-là qui avait fait traverser des clandestins dans les Alpes. Or, c'est un délit, c'est dans le code pénal. Et donc, dans un premier temps, il a été condamné pour ça. Et ensuite, le Conseil constitutionnel a dit non, il faut pas qu'il soit condamné pour ça parce qu'en fait, il a honoré son devoir de fraternité. Et ce qui est plus fort, en fait, que le code pénal. Fraternité, en fait, qui est donc un principe constitutionnel qu'on peut interpréter un peu dans tous les sens. Parce qu'en fait, si vous dites que la devise française, liberté, égalité, fraternité, c'est un principe constitutionnel, en fait, au nom de ces principes-là, je peux interpréter tout et n'importe quoi comme je veux, en fait. Vis-à-vis du principe de fraternité, je pourrais aussi dire, je condamne en fait le fait de faire entrer des clandestins parce que en fait moi ce que je veux c'est la fraternité entre les citoyens et pas du tout avec les citoyens du pays d'à côté. Les droits de l'homme tels qu'ils sont, ils ont été définis depuis un certain temps, sont des machins qui ne souffrent aucune limitation. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi difficile de les définir, parce qu'il faut absolument que leur définition puisse s'étendre le plus possible dans le temps. Et donc, un droit qui n'a pas... Derrière chaque droit, si vous voulez, en principe, en bonne logique, il y a un devoir, qui est la contrepartie du droit. Et là, je ne vois pas très bien quel est le devoir de ceux qui sont bénéficiaires de ces droits. Parce que normalement, il devrait être leur devoir, ça devrait être de respecter les pays dans lesquels ils entrent. Je sais pas. Donc il me semble là qu'il y a une faute logique. On définit un homme non pas simplement par ses droits, mais aussi par ses devoirs. Et là, il n'y a aucune tentative de dire quels sont les devoirs de l'homme. Je sais pas.
dans toute cette civilisation, le type qui rentrait dans une civilisation qui n'était pas la sienne, il était obligé, sinon on lui faisait la peau d'ailleurs, de respecter les coutumes locales. Tout à fait. Et de pas arriver avec ce costume en disant on va prendre les miennes et pas les vôtres. Voilà, Rome fait comme les Romains. Donc Rome fait comme les Romains. Donc ça me paraît une notion qui a été développée depuis un certain nombre d'années. Mettons, ça remonte peut-être à Cassin, mais qui était plus intelligent que ça. Mais ça me paraît une notion qui a été développée pour enlever tout pouvoir à l'État national. Effectivement. C'est-à-dire que aujourd'hui, les droits de l'homme s'opposent violemment à l'État national. C'est-à-dire que c'est plus... donc d'un côté, vous avez les droits de l'homme, et de l'autre côté, vous avez le tyran. Donc il y a le bon, celui qui applique les droits de l'homme à sa façon, et de l'autre côté, l'État national, qui veut empêcher, par exemple, les immigrés d'arriver de façon illégale et tout. Et c'est un débat qu'on a partout, qu'on a en Angleterre, qu'on a en Italie, qu'on a en France, qu'on a... Et par exemple, un homme comme Orban dit qu'il ne peut pas y avoir de droit. Et lui, il ne reconnaît que les droits de l'homme et du citoyen. Il dit il n'y a pas un droit de l'homme d'envahir la Hongrie, qui a toujours appartenu aux Hongrois, et vous n'avez pas le droit de venir et de décider que quelqu'un de l'extérieur vient et décide qui va vivre en Hongrie. Ce droit ne peut appartenir qu'aux Hongrois. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une espèce de faux masque qu'on a mis derrière tous ces gens de Davos, vous savez, j'ai une grosse affection pour eux, là, et c'est tous les crétins diplômés, là, pour empêcher la communauté nationale de se défendre. Et c'est une barbarie, parce que le droit de l'homme, c'était quand même c'était une belle invention, et c'était ce qui permettait de se défendre contre son État quand il devenait criminel. C'est-à-dire, vous êtes français, l'État français devient criminel, ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises dans son histoire, et à ce moment-là, il vous attaque dans vos droits. Vous avez plus le droit d'aller à la messe, ou j'en sais rien. Bon, ça c'est et donc, l'État n'a pas le droit de vous attaquer parce que vous êtes les droits de l'homme et du citoyen. Mais quand vous êtes une communauté nationale qui est à peu près en équilibre et que vous dites qu'il y a des gens de l'extérieur qui ont le droit de rentrer chez vous parce que c'est un droit de l'homme d'aller chez les autres, c'est pas un droit de l'homme d'aller chez les autres. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la plupart du temps, ceux qui arrivent comme ça, à 90 ou 95%, ce sont des hommes jeunes. Il n'y a jamais de femmes. Oui, c'est vrai. Donc, c'est peut-être un droit de la femme de ne pas être emmerdée par les droits de l'homiste. Oui, aussi. Qui leur courent derrière et qui essayent de les violer, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans certains cas, les droits de l'homme peuvent s'opposer les uns aux autres, puisque on a aussi envie de dire droit de l'homme de vivre dans un pays en sécurité, où on peut effectivement condamner les délinquants, les criminels. Or, aujourd'hui, les droits de l'homme, c'est plutôt en fait de la pitié envers le loup, sauf que la pitié envers le loup, c'est que la cruauté envers l'agneau. Et aujourd'hui, on est plus dans un monde de cruauté envers l'agneau. Ça. Et en plus, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la notion même des droits de l'homme qui a émergé à partir du 16e, 17e anglais pour être pris par la France, etc., c'est que vous naissez avec des droits. C'est-à-dire que vous naissez libre. Ça n'est pas l'État qui vous donne, qui vous octroie la liberté. C'est l'idée de droit naturel. C'est un droit naturel. Vous naissez libre, conscient, et donc, je ne crois pas qu'on puisse dire que quelqu'un n'est libre d'envahir le pays d'à côté. Ça ne me paraît pas être un droit naturel. Moi non plus. Donc là, il y a une vraie contradiction. Donc, à mon avis, un droit de l'homme sur la propriété ou la vie de quelqu'un d'autre ne peut pas exister. C'est une contradiction dans les termes. Vous pouvez pas avoir un droit d'aller violer la femme du copain. Ou il ne s'agit pas qu'ils violent tous la femme du copain, mais en fait, quand
c'est Tucker Carlson là qui a interviewé Poutine récemment, ce grand journaliste américain. Il a dit bon, j'ai été à Dubaï, il n'y a aucune criminalité. J'ai été à Tokyo, rien du tout. À Hong Kong, pas à Singapour, aucun problème, etc. Et puis il arrive dans nos pays, il dit les villes ne marchent plus, on a des troubles partout. Et on retrouve la même chose que ce qu'on voit partout, c'est-à-dire un refus de ce que j'appelle le retour d'expérience. On a fait des expériences, on a laissé rentrer des gens chez nous, ça tourne pas bien, et on dit il en faut plus. Ben, c'est exactement ce qu'on a fait avec l'Union soviétique, quand ils ont tué 100 millions de personnes. On a dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, puis ensuite c'est trop tard, c'est bien dommage. Ouais. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est encore une fois cette extraordinaire capacité que certaines personnes en Occident à refuser le retour d'expérience. Ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on continue. C'est bizarre. Et si vous dites que c'est pas bien, ils vous disent que vous êtes un salaud. Oui. C'est bizarre aussi. Oui, tout à fait. Moi, je comprends pas pourquoi je devrais être un salaud, parce que je trouve pas que Orban est un salaud, parce que il dit les seuls gens qui peuvent vivre, c'est ce que disent les Polonais aussi d'ailleurs, ceux qui vivent en Pologne, c'est les Polonais qui décident de qui ils vont laisser rentrer. Les Polonais, ils auront laissé rentrer 2 ou 3 millions d'Ukrainiens, mais voilà, parce que c'est des cousins. Et d'ailleurs, en France, on sait qu'on ne veut pas, c'est une volonté politique de ne pas laisser les Français décider de qui rentre sur leur sol, puisque on en a parlé pas mal de fois, l'idée de référendum sur l'immigration, je pense que c'est le référendum peut-être que les politiques que nous avons veulent le moins organiser. Je pense qu'il y a déjà ils ont du mal avec le référendum par principe. Et alors ça, toutes les sociétés d'ailleurs multiculturelles sont violentes. Ouais, absolument. Sont violentes parce qu'il y a c'est ce que disait encore une fois dans Huntington dans la guerre des civilisations, il disait, et je crois que c'est malheureusement vrai, mais enfin je peux me tromper encore une fois, il disait les frontières de l'islam sont sanglantes partout, c'est-à-dire que chaque fois que l'islam est en contact avec une autre civilisation, c'est sanglant. C'est ce que disait comment il s'appelait ce grand sociologue de Bordeaux là. Enfin, je retrouvais le nom, c'est pas grave. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des formes de civilisation qui ont un fond guerrier. Bon, c'est pas le cas des bouddhistes ou des choses comme ça, mais bon, si vous prétendre que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, faut quand même faut n'avoir aucune culture. Oui, c'est assez présomptueux, effectivement. Et faut ignorer une grosse partie de l'histoire pour le croire. Et alors, ce que je trouve, s'il y a discussion là-dessus, sur les droits de l'homme, est-ce que les droits de l'homme ont un avenir ? Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, avec ces vidéos qui ont circulé, des interrogatoires un peu musclés des types en Russie, là, alors il n'y a pas eu que l'oreille coupée, il y a eu aussi une photo notamment qui a circulé d'un mec nu qui avait des trucs des pinces d'électricité accrochées au parti, quoi. Alors les gens ont globalement plutôt apprécié. C'est-à-dire qu'il y avait un engouement populaire par rapport à ça. Et puis comme autre exemple évident, c'est dont on a déjà parlé, c'est Nayib Bukele au Salvador. Donc là, c'est pas du tout le respect des droits de l'homme tel que compris par la CEDH. D'ailleurs, il se fait régulièrement épingler par la Cour américaine de sauvegarde des droits de l'homme. Donc là-bas, on a une politique carcérale extrêmement dure. Donc pour ça, les droits constitutionnels avaient été suspendus, les procédures judiciaires ont été simplifiées pour favoriser leur efficacité. Donc on avait tout un tas d'arrestations sans mandat d'arrêt, etc. Donc on a des dizaines de milliers de places de prison qui ont été créées. On n'est pas du tout effectivement dans le truc dans l'agenda de la CEDH. On a des mecs qui sont dans des énormes cellules de prison à 60, ils voient jamais le soleil, voilà. Alors c'est une conception, on est pour, on n'est pas pour, mais enfin en attendant c'est très populaire. C'est très populaire, mais en même temps, si vous voulez, non, moi je suis
il est évident que quand l'ordre public est rompu, on peut pas respecter les droits de tous les criminels de la même façon. Si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la loi martiale. Si vous voulez, quand c'est l'armée qui prend le pouvoir quelque part parce que l'ordre républicain a rompu, vous ne bénéficiez pas de tous les droits. Mais le danger avec ça, c'est que, encore une fois, si vous voulez, c'est que ça amène cette imbécilité de la politique des droits de l'homme telle qu'elle est conçue par certains, amène automatiquement à une demande que la boîte à claques soit ouverte. Quoi. Ouais. Et c'est là le vrai danger, c'est qu'à force de protéger les criminels, il y a une révolte des moutons qui disent les criminels, on va s'en occuper nous-mêmes. Je n'ai aucune information sur, par exemple, le fric de ces grands groupes écolos, etc. Je ne sais pas d'où vient leur flic. Et quand je lis des trucs, je ne sais pas si c'est bien fait, ils me disent qu'il y en a tout un tas qui viennent de groupes qui sont extraordinairement douteux, voire d'ennemis du pays. Ah oui, la CIA, si vous voulez, a financé je ne sais pas combien de trucs partout, quoi. Oui, alors ça c'est vrai, tout à fait. Après, il y a toutes les fondations des Soros de ce monde. Il y a les fonds parfois qui viennent du Qatar, parfois de oui, le Qatar finance des trucs absolument monstrueux. Voilà, oui, tout à fait. Et puis parfois, alors... C'est ce que disait Gary Becker, qui est un grand économiste, qui a fait toute une série d'études pour montrer que le crime payé, c'est-à-dire la seule façon d'avoir ce qu'a montré ce gars au Salvador, c'est que au Salvador, le crime ne paye plus. C'est fini, vous allez en prison, vous n'en sortez plus jamais. Et ce que montrait Lee Kuan Yew, c'est que la drogue, ça ne payait pas. Si vous mettez un système où ça paye d'être criminel, ce qui est dans le cas dans toutes nos banlieues aujourd'hui, vous devenez un caïd et tout, et ça marche pas et la société s'effondre. Donc, vous avez une contradiction essentielle entre l'ordre public et la liberté individuelle. Ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas gouverner un royaume innocemment. Quiconque gouverne un royaume se condamne à la damnation, disait Richelieu. Et oui, il y a des moments où il faut, pour gouverner un royaume, pour respecter, en effet, il faut tuer des gens. Oui, en tout cas, en mettant... Donc ça met en cause, si vous voulez, ça met en cause la peine de mort. Hein. Oui. Parce qu'en effet, si vous n'avez pas la peine de mort, vous pouvez dire que vous ne pouvez pas éradiquer la drogue. Ouais. Ou alors, il faut vraiment, de manière très efficace, ce qui n'est pas le cas en France, se dire capable d'enfermer des dizaines de milliers de personnes à vie. C'est le cas au Salvador. La plupart des mecs qui sont en prison savent qu'ils vont y rester jusqu'à leur mort. Et voilà, du coup, une fois qu'ils y sont, ça calme un peu. Ouais. Mais c'est la question, vous voulez que vous l'exécutiez ou que vous le mettiez en prison à vie. J'ai vu qu'il y avait encore un gars qui avait été condamné à 2 ou 3 fois à mort et qui vient encore de tuer une fille parce qu'il était sorti au bout de 10 ans alors qu'il avait été condamné à la prison à vie. Il est sorti au bout de 10 ans. Bon, il a tué quelqu'un à nouveau, mais ça, c'est des gens qui devraient vivre et qui ne veulent pas. Parce qu'on n'avait pas eu le courage. C'est des victimes, si j'ose dire, c'est des victimes de Maître Banater. Ouais. Effectivement. Objectivement, c'est des victimes de Banater. Quelqu'un qui a été tué par quelqu'un qui a été en prison, qui avait été condamné à la perpétuité, qui n'a pas été exécuté. C'est une victime des braves gens, de ces braves gens qui nous gouvernent. Ouais, effectivement, oui, on en avait parlé d'ailleurs lors de l'émission sur Robert Badinter. Enfin, on avait parlé de la peine de mort. Et j'avais parlé de ce gars qui avait été condamné dans un premier temps à mort. Ensuite, sa peine a été commuée. Ensuite, il a fait encore moins de temps de prison que ce qu'il aurait dû faire. À la sortie de prison, il a encore tué. Enfin bref. C'est la 3e fois que finalement on a fini par, après avoir tué 3 personnes, qu'on a fini par la voir et s'est suicidé. Oui, exactement. C'est effrayant. Non, et c'est là la vraie question essentielle, c'est quelle est la frontière entre... ce qu'il y a d'embêtant, c'est quand la population décide que c'est elle qui va faire la police. Oui, tout à fait. Et la justice. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut que l'État soit... Il faut un État fort. Voilà, il faut un État très fort sur cette question. Et généralement, ça n'arrive pas lorsque l'État veut être fort aussi dans tous les autres domaines de la société. Ouais. Mais quand il est fort dans tout ce qui est soi-disant générosité, quand il est faible dans tout ce qui est protection des biens, ça se termine toujours
par des guerres civiles, quoi. Ouais, tout à fait. C'est bien triste. Donc, c'est ça qui m'inquiète, c'est les racines de guerre civile qui existent en France aujourd'hui. C'est ça, ça m'inquiète énormément, parce que les gens ne veulent pas la voir. Les gens ne veulent pas les voir. Ces racines de guerre civile, et d'ailleurs, en fait, souvent, par ceux qui ne veulent pas la voir, c'est un argument qui parfois est utilisé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire, non mais en fait, si aujourd'hui vous voulez éradiquer le trafic de drogue, donc ça veut dire en fait mettre pas mal de gens en prison, faire des interventions musclées dans énormément de banlieues, etc. Et ben en fait, vous allez créer comme ça la guerre civile. C'est ce que Macron avait dit en privé à Jordan Bardella lorsqu'il avait reçu, je sais plus, c'était il y a quelques mois ou l'an dernier. Bardella lui a évoqué ce genre de problématique. Et en fait, Macron lui a dit, mais en fait, si on fait ça, ben, en fait, on provoque la guerre civile. Sauf que c'est aussi précisément en ne le faisant pas que on fait larver la guerre civile et qu'elle éclatera juste encore plus fort plus tard. c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est quand l'État ne fait pas son travail, eh bien, ce que dit M. Macron, c'est qu'il ne veut pas exercer les droits régaliens. Ouais, et qui veut mettre la poussière sous le tapis. Et il trouve que, alors que la violence légitime, il n'y en a qu'une, c'est celle de l'État. En tout cas, elle est légale. Donc, c'est vraiment une histoire de fou, parce que c'est... par lâcheté, on défend des gens inexcusables. Et donc, on sait plus où est la loi. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit. Créer le droit pour protéger les criminels, c'est une invention nouvelle, mais ça marche très bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Mais c'est un sujet difficile parce que on a toujours l'air d'un idiot. C'est-à-dire, si vous êtes gentil, vous avez l'air d'un idiot. Si vous avez l'air, mais si vous êtes vraiment très méchant, vous avez l'air d'une brutalité passée. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue et révélée, quoi. Il y a un peu des politiques qui marchent plus ou moins bien, et généralement, celles qui marchent le mieux ne sont pas innocentes. Et donc, c'est beaucoup plus facile, philosophiquement, de vouloir être innocent et de vouloir faire le bien, et de dire, non, mais un tel, il faut savoir aussi, il faut savoir pardonner, il faut savoir faire preuve de clémence, c'est aussi notre grandeur d'âme, etc. Sauf que, parfois, vous faites ça, et puis, il y a aussi des innocents qui payent. Et donc, est-ce que finalement vous faites vraiment le bien? Ce n'est pas toujours sûr, et c'est justement toute la difficulté de cette question. Voilà. Merci beaucoup, mais c'est pas facile. Merci beaucoup, effectivement, c'est pas toujours facile.